Madame, Monsieur, bonjour. Il est 12 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM, CN Radio, l'heure de Sud Midi à la une de l'actualité. 1801, c'est le chiffre du jour. Il s'agit du nombre de personnes guéries de Covid-19 et du nombre de personnes sous traitement dans le pays. Ce dimanche, 110 nouveaux cas ont été diagnostiqués positifs au coronavirus, dont 12 issus de la transmission communautaire signalée entre Dakar et Touba. Ce dimanche, c'est aussi la journée mondiale sans tabac et vous allez le voir, la consommation du tabac et de la chicha peut être un canal idéal de transmission du virus Covid-19. Après plus de 2 mois de fermeture, l'école sénégalaise rouvre ses portes à nouveau ce 2 juin, mais seulement aux élèves en classe d'examen, mais déjà des voix s'élèvent. Le syndicat national des enseignants catholiques du Sénégal dénonce leur mise à l'écart quant aux mesures d'accompagnement promises par l'État. Alors qu'à Diogo et à Ziguinchor, des enseignants qui devaient rallier leur lieu de service ont été laissés en rade. Et puis, polémique sur les décrets instituant l'honorariat pour les présidents du Conseil économique, social et environnemental. L'ancien ministre du Budget est invité d'objection de ce matin, démêle le vrai du faux. Mamadou Abdoulaye Sow était l'invité de Bayoumar Gueye. L'actualité internationale et la rétrospective des faits saillants de la semaine présentés par Hapsa Elimanouane vont boucler cette édition mise en onde par Hassan Choun. Adji Fatou Bari. Bienvenue à toutes et à tous. Le Sénégal enregistre ce dimanche 110 nouvelles contaminations au virus Covid-19, portant le bilan national à 3645. Des cas communautaires ont aussi été recensés ce jour entre Dakar et Touba. Le point sur la situation du coronavirus dans le pays est fait par Dr Aloïse Waly Diouf. Il est le directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1024 tests réalisés, 110 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,74%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 98 cas contacts suivis par nos services. 12 cas issus de la transmission communautaire répartis ainsi. Grand Yoff, 4 cas communautaires. Guédiawaye, 2 cas communautaires, Yoff, 1 cas communautaire, Diamaguène, 1 cas communautaire, Yara, 1 cas communautaire, Ouakam, 1 cas communautaire et Touba, 2 cas communautaires. 40 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 14 cas graves sont pris en charge dans nos structures de réanimation. L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, 3645 cas ont été déclarés positifs, dont 1801 guéris, 42 décédés et donc 1801 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations à se mobiliser davantage au sein de nos communautés pour un respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Enfin, le ministère de la Santé et de l'Action sociale souhaite une bonne fête de Pentecôte à toute la communauté catholique. C'était donc Dr Aloïse Waly Diouf. Il est le directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l'Action sociale et il nous faisait le point sur la situation du coronavirus dans le pays. La consommation du tabac et de la chicha est un véritable vecteur de propagation de la Covid-19. Le tabac et la chicha favorisent la transmission communautaire du virus, alerte le docteur Oumar Ba. Il est le coordonnateur du programme national de lutte contre le tabac. Il est joint par Marie-Rosalie Ndiaye. Il faut savoir que nous sommes dans un contexte d'épidémie de coronavirus et le tabac a un rôle extrêmement important dans cette affaire. Il y a un lien parce que le tabac transmet la maladie au fumeur parce que la maladie, comme vous le savez, se contamine par la bouche ou par le nez ou par les yeux. Donc si la personne a le virus dans la main et il prend la cigarette qu'il porte à la bouche, il se contamine. Mais ça ne s'arrête pas là. Il va souvent, quand les gens fument, les enfants quand ils fument, ils se passent la cigarette entre eux. Et ils vont se contaminer ainsi.
Ça veut dire que donc chacun va contaminer son prochain et ces gens-là vont continuer à disséminer la maladie. Donc nous sommes dans une phase d'épidémie au Sénégal où on est dans la phase donc de transmission communautaire. Or, tous les efforts que nous sommes en train de faire pour freiner la transmission communautaire, le tabac est en train de mettre ça en mal. Donc il est extrêmement important qu'on comprenne que le tabac est un facteur de dissémination de la maladie au sein de la communauté par le biais que je viens de vous expliquer. Et ce n'est pas moi seulement qui le dis, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui a attiré l'attention et qui a tiré la sonnette d'alarme pour dire aux gens, faites attention à ça. À l'instant, Dr Oumar Ba, il est le coordonnateur du programme national de lutte contre le tabac. La journée mondiale sans tabac est donc célébrée aujourd'hui, une célébration qui se déroule dans un contexte bien particulier marqué par la pandémie de Covid-19. Certains fumeurs disent être conscients du danger lié à une probable contamination. Toutefois, ils reconnaissent toute la difficulté à décrocher. C'est un reportage de Fatoumata Diallo. Cette année, la journée mondiale sans tabac est célébrée dans un contexte assez particulier, marqué par la pandémie du coronavirus. Ici, à Grand-Yoff, les fumeurs rencontrés sont bien conscients du danger. Cigarette à la main, à la du côté, ce ressortissant de Ziguinchor fume de la cigarette depuis plus de 20 ans. Actuellement, il ne partage pas son tabac par peur d'attraper le Covid-19. Conscient. Et pour cela, on ne se partage pas de cigarettes. Maintenant, chacun fume son cigarette. À cause du coronavirus. À cause du corona. Aussi, j'ai peur. On ne peut pas arrêter maintenant pour maintenant de fumer. Parce que j'ai pas envie pour avoir du moral. Seydina Manga fume 2 paquets de cigarettes par jour et pourtant il sait que le tabac est nuisible à la santé. Avec le coronavirus, il a la peur au ventre. Même avec le couvre-feu, il achète son paquet avant l'heure. 2 paquets, minimum 1 paquet et demi par jour. Non, pour me soulager un peu, pour sortir mon stress, c'est pour cela. Est-ce qu'il n'est pas temps aussi d'arrêter de fumer dans ce contexte de coronavirus? Effectivement, j'ai peur, franchement parler. Par contre, ça fait 2 longues années que Ibrahim Manga a cessé de fumer après avoir fait une introspection. Mais également, le manque d'appétit le guettait. J'ai fumé, mais j'ai laissé maintenant. Pourquoi vous avez laissé de fumer? Bon, parce que j'ai constaté quand j'ai fumé, je ne mangeais pas assez quoi. Je mange un peu, je n'avais pas d'appétit complètement oui. Et maintenant j'ai fait un constat depuis que j'ai laissé maintenant ça rend grâce à Dieu, je mange bien maintenant Certes, les fumeurs sont conscients du danger du tabac, même s'ils tentent parfois d'arrêter définitivement, mais la plupart d'entre eux n'y arrivent pas. Fatoumata Diallo. Parlons à présent de la réouverture des classes de juin. Le syndicat national de l'enseignement catholique du Sénégal dénonce la mise à l'écart de l'enseignement catholique quant aux mesures d'accompagnement promises par l'État et la tutelle pour les besoins de la reprise des cours dès mardi prochain. Dans un communiqué parvenu à la rédaction, ils fustigent la non prise en charge de leurs établissements scolaires dans le dispositif sanitaire de l'État, à savoir le nettoyage systématique des salles, la disponibilité d'équipements de protection pour le nettoyage et la formation du personnel administratif, des enseignants et du personnel d'appui sur les procédures pour faire face à la pandémie. Le personnel enseignant et administratif de l'Office national de l'enseignement catholique du Sénégal dit dénoncer toute injustice qui consisterait à les mettre à l'écart. Il demande aux autorités de prendre en compte l'enseignement catholique dans le fonds de résilience Covid-19, dans l'octroi de la subvention aux structures du privé et dans la désinfection de toutes les écoles. C'est donc un communiqué signé François-Xavier Sarr. Il est le secrétaire administratif du syndicat national de l'enseignement catholique du Sénégal. Retour mouvementé des enseignants dans leur lieu de service. La gouvernance de Ziguinchor a été prise d'assaut par les enseignants. 2 bus seulement pour les centaines d'enseignants. La situation était assez indescriptible ce matin. Ignace Ndeye. Entre les centaines d'enseignants qui ont pris d'assaut ce matin, la gouvernance de Ziguinchor est présente sur les lieux et le nombre limité de bus, 2 au total, affrétés pour Ziguinchor et pour l'acheminement de ces enseignants. La difficulté était bien réelle ce matin. Faute de cars suffisants, nombreux sont les enseignants qui sont laissés en rade. Les 2 bus affrétés pour Ziguinchor prépositionnés n'ont pu desservir que les destinations de Dakar et une partie de Mbour, au grand désarroi de nombreux enseignants qui n'ont pu apprécier ces dysfonctionnements.
Moussa Saho, secrétaire général du CELS authentique. C'est une chose regrettable. Et aussi le nombre de véhicules affectés pour Ziguinchor pose problème. 2 véhicules pour plusieurs enseignants, des élèves et des étudiants, ça pose vraiment problème. Beaucoup sont restés en latte et ensuite le comble c'est que tous ceux qui sont restés en latte n'ont aucune information leur permettant de savoir quand est-ce qu'ils vont voyager, si c'est le soir, si c'est demain matin ou après-demain. Ils ne savent même pas alors que nous sommes à 48 heures de l'ouverture des classes. Ça pose vraiment problème. Il y a des Ziguinchor qui étaient aux manettes un peu partout, fourrés au moulin et qui a tenté d'amenuiser les difficultés. S'explique Cheikh Faye. Nous avons en tout cas procédé nous avons traité en priorité la destination Dakar, comme indiqué dans le communiqué. Donc tous les enseignants qui étaient en partance pour Dakar vraiment ont été embarqués. Donc il ne reste que les élèves qui vont à Dakar et les élèves qui vont vers d'autres destinations, mais également beaucoup d'enseignants qui vont vers d'autres destinations. À Bignona, il y avait 5 bus, mais les 5 bus vraiment n'ont pas vraiment suffi à transporter le stock qui était là-bas. Donc il reste également un nombre impressionnant d'enseignants du côté de Bignona, mais également du côté de Oussouye où il y avait qu'un seul bus. Là également, ils ont dû embarquer Dakar, Mbour et quelques Kaolack, mais ils restent également à ce niveau. Nous sommes en train de faire la situation pour voir le résidu par région et on va porter à l'attention de la tutelle. À 48 heures de la reprise, la situation reste difficile pour certains enseignants encore coincés à Ziguinchor. Des enseignants qui peinent à rejoindre leur lieu de service. Ziguinchor, Ignace Ndeye sur FM. Nous restons à Ziguinchor où l'inspecteur d'académie, Cheikh Faye, sollicite plus de moyens pour l'acheminement des enseignants. Cheikh Faye, que nous écoutons avec Ignace Ndeye. Réellement, nos besoins, ce n'est plus vers Dakar, mais c'est plutôt vers les autres régions. Et j'avoue que le besoin est là, donc nous sollicitons la tutelle pour vraiment un renforcement de la logistique qu'il donne à nos mains pour que nous sollicitons donc la tutelle pour qu'ils mettent à notre disposition suffisamment de véhicules vraiment pour convoyer dans de meilleures conditions vraiment les enseignants. Les gens font le pied de grue depuis maintenant 3 jours et vraiment, sans compter les élèves, parce que les élèves, pour le moment, nous ne les avons pas pris. Il nous a été dit que des bus embarquent présentement des élèves de la Casamance depuis Dakar. Donc, à le retour vers Dakar, ils devront amener nos élèves. Nous avons fait le point, ça tourne autour d'une centaine. Donc, vraiment, qu'on nous aide à avoir suffisamment de bus pour les convoyer parce que, après tout, la reprise, c'est d'abord les élèves, après aussi les enseignants. Mais cela, en réalité, n'affecte pas grand-chose le stock restant parce que l'essentiel des enseignants sont en service soit dans les régions du sud, c'est-à-dire Sédhiou, Kolda, Tamba et Kédougou. Ne serait-ce que pour la région de Sédhiou, on est à 287 enseignants qui sont dans la région et pour Kolda, ça dépasse les 200. L'autre axe, Kaolack, Thiès, Diourbel également, il y a un nombre assez intéressant d'enseignants qui est inscrit dans cet axe-là. Donc, ça à Diogo, tout comme à Ziguinchor, c'est dans le département de Tivaouane. Des difficultés de déplacement des enseignants se sont présentées ce matin. Ibrahima Faye, le porte-parole de ces enseignants bloqués à Diogo, est avec Babacar Sow. Voilà, présentement, au moment où je vous parle, l'équipe pédagogique est sur place. Ceux de Thiès sont venus aujourd'hui. Nous qui avions quitté Dakar, on est venus le mardi avec des conditions difficiles parce que les bus nous ont déposés au terrain préfecture de Tivaouane. Là-bas, donc, on avait quelques difficultés parce que les voitures avec lesquelles on discutait pensaient au retour parce que l'heure du retour va coïncider avec le couvre-feu, donc ils ne voulaient pas donc prendre de risques. C'est à ce moment-là qu'on est allé à la préfecture pour voir le préfet. Et là-bas, on a trouvé un agent de police avec qui on a discuté. Il a appelé l'adjoint du préfet. Et finalement, il est allé chercher des véhicules qui sont venus nous amener à nos lieux de service. Et ces véhicules-là aussi, je précise que c'est nous qui avons payé le transport. Donc, il a cherché des véhicules et il les a remis donc un papier pour justifier le déplacement. Mais aussi, au niveau de l'école, présentement, l'école a été désinfectée hier, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore reçu de matériel. Le matériel qui avait été promis par l'État. On attend toujours, on n'a encore rien vu. Mais présentement, l'équipe est là et donc on attend juste le 2 pour pouvoir démarrer si tout le matériel est disponible. C'était donc Ibrahima Tine, porte-parole des enseignants bloqués à Diogo. C'est dans le département de Tivaouane. Nous restons à Tivaouane où établissements élémentaires tout comme secondaires ont été désinfectés et le matériel de protection mis en place. Tout est fin prêt pour la reprise des cours le 2 juin prochain. Babacar Sow.
Reprise des cours à Tivaouane suite à la décision de l'État sénégalais de rouvrir les classes ce 2 juin. Pour la mairie de la dite localité, l'essentiel est de penser aux élèves, surtout ceux en classe d'examen, d'où l'opportunité de répondre à la demande formulée par les autorités académiques du département pour un bon déroulement de cette reprise scolaire. Mamadou Diagne Simbeng, maire de la commune de Tivaouane. Pensez aux élèves qui doivent retourner en classe le 2 prochain, notamment les élèves en classe d'examen. Et lors de la rencontre du CRD présidée par le préfet, l'inspection a exprimé des besoins constitués de 12 048 masques pour enfants, 1335 masques adultes, 132 lave-mains, 93 thermoflash, gel hydroalcoolique 345 et 4200 morceaux de savon. Ceci intègre aussi bien les écoles primaires qui sont sous la responsabilité de la mairie, mais également des collèges qui sont sous la responsabilité du conseil départemental et des écoles privées qui sont sous la responsabilité de leurs responsables déclarants. Et le maire de Tivaouane de revenir sur le matériel mis en place pour une bonne reprise des cours dans la cité religieuse. Mamadou Diagne Simbeng. Nous allons commencer la livraison par 10 000 masques, les masques adultes comme pour les masques enfants, les 132 lave-mains, les thermoflash, les gels hydroalcooliques, les 345 sont aussi disponibles et les 4200 morceaux de savon à la disposition des écoles. J'ai voulu également saisir cette opportunité pour faire un peu le point sur tout ce qui a été fait depuis l'apparition de la pandémie du Covid-19. On sait déjà que le chef de guerre, qui est Macky Sall, a pris toutes les dispositions au niveau national, mais ici au niveau de la commune, nous n'avons pas attendu. Dès que la pandémie a été déclarée, nous nous sommes intéressés à la santé des populations en mettant à la disposition de l'ensemble des services publics dans le périmètre communal des thermoflash, des gels hydroalcooliques, des produits antiseptiques, des kits de nettoiement. Et c'est la même chose qui a été fait au niveau de l'ensemble des mosquées, au niveau du périmètre communal, au niveau des 80 quartiers que nous avons aujourd'hui dans la commune. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. L'Académie de Thiès reçoit l'appui de plusieurs collectivités territoriales. Il s'agit d'importants lots de masques et du matériel sanitaire offerts en plus des opérations de nettoiement initiées par la ville de Thiès. Babacar Ndao. À quelques heures de la reprise des enseignements-apprentissages, des initiatives de bonnes conditions d'accueil se multiplient au niveau de l'Académie de Thiès. Le maire de la ville de Thiès, en plus du nettoiement des établissements, a offert un lot de 23 000 masques et des produits désinfectants pour un montant de 15 millions de non-francs. Le conseil départemental casque 25 millions pour l'achat de lavoir, du matériel d'hygiène et 50 000 masques. Dans le Diobass, le ministre Alioune Sarr équipe les 45 établissements concernés par la reprise en thermoflash, 6 000 masques, des lavoirs, bref, tout le matériel nécessaire. À Tasset, d'à côté, les 19 établissements de la commune ont reçu le triple de leur dotation. Idem dans la commune de Kermousse. À cela s'ajoutent des privés qui participent à l'effort de guerre pour faciliter les conditions de reprise. Mardi prochain, au niveau de l'Académie de Thiès, où plus de 100 000 potaches du moyen secondaire et plus de 3 000 du cycle technique et formation professionnelle sont attendus. Du côté de la gouvernance de Thiès, le convoyage du personnel enseignant est en cours. D'ailleurs, le gouverneur de la région de Thiès va conduire une délégation mardi prochain pour faire le tour de quelques établissements. Babacar Ndao, Thiès, Sud FM. Pour respecter le protocole sanitaire et garantir aux acteurs de l'éducation les conditions optimales de reprise des enseignements, le 2 juin, la municipalité de Sabadola a mis la main à la poche pour acheter le nécessaire. L'institution, à travers le maire, dira suivre avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation. C'est une correspondance de Boubacar Tamba. Les 526 élèves, tout comme la quarantaine d'enseignants de la commune de Sabodala, concernés par la reprise des enseignements, n'auront guère trop de soucis à se faire. La municipalité a acheté suffisamment de produits de désinfection, des milliers de masques, des machines lave-mains à 2 robinets et plusieurs cartons de savon. Le maire Mamadou Sissoko explique. Bon, vous savez que nous n'avons rien de plus précieux que nos enfants. Vous comprendrez aisément que s'ils doivent retourner à l'école dans un contexte de crise sanitaire, nous n'hésiterons pas un seul instant à réunir les conditions maximales de cette reprise, notamment en termes de respect du protocole sanitaire qui veut qu'en dehors de la désinfection des écoles, qu'il y ait dans chaque établissement scolaire un dispositif de lavage des mains. C'est pourquoi nous avons acheté des lave-mains, des gels, mais aussi du détergent et des masques aussi, pour le bien-être en tout cas de nos enfants. La commune de Sabodala est à son 4e grand don depuis le début de la pandémie. Et dans le Bélédougou, tous implorent l'omnipotent et l'omniscient pour que la maladie à coronavirus soit un vieux souvenir. Boubacar Tambacounda, Sud FM. Sud FM.
Polémique sur les décrets instituant un honorariat pour les présidents du Conseil économique, social et environnemental. Vrai, faux ou faux, vrai. Des indices concordants laissent croire que le vrai comme le faux décret sont fabriqués dans le même service. C'est du moins la conviction de Mamadou Abdoulaye Sow, ancien ministre du Budget. L'inspecteur principal de classe exceptionnelle révèle les dessous et limites de cette affaire qui continue de secouer la République. L'invité d'objection de ce matin déplore le mode de publication du décret jugé authentique par un directeur général de Quotidien. C'est un précédent dangereux, a-t-il regretté au micro de Bayoumar Gueye dans l'objection de ce matin. Ce que j'ai relevé, c'est qu'il y a des indices concordants qui me permettent de dire que le faux décret et le décret authentique, tous les deux, ayant le même numéro, donc 2020-964 du 10 avril, ont été intimement fabriqués dans le même service. Ah oui, donc, c'est ma conviction. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, prenez dans les visas du décret. Alors, le faux décret vise la loi constitutionnelle qui est relative à la révision constitutionnelle du 28 septembre 2012. Alors, d'ailleurs, ce visa, même dans le faux décret, je considère ça comme étant superfétatoire parce que déjà, on avait visé la Constitution, on n'a pas besoin de revenir viser. Mais ce qui est étonnant, c'est que, c'est vrai, dans l'authentique décret publié dans Dakar Actu, ce visa n'existe pas dans ce décret-là. Mais qu'est-ce qui fait figurer, donc, cette loi-là comme visa dans le décret du 21 avril qui accorde l'honorariat à Mme Aminata Tall? Ce décret est régulièrement publié dans le journal officiel. Donc pourquoi un décret pris le 21 avril qui accorde Mme Aminata Tall donc l'honorariat reconduit cette bourde commise au niveau du faux décret? Alors, l'autre problème également, c'est que si vous prenez le supposé faux décret, le décret authentique et le décret dont j'ai parlé du 21 avril, mais tous les trois décrets ont commis une erreur sur la date de la loi organique relative à l'organisation et au fonctionnement du Conseil économique et social. Comment ces trois décrets, si les deux décrets sont d'authentiques décrets, comment ils ont pu reconduire une erreur de date commise dans le faux décret? Dans le faux décret, on a mis donc que cette loi organique est datée du 28 septembre, alors que la date réelle, c'est le 28 décembre. Oui. Alors, maintenant, l'autre chose également, l'autre aussi qui est un peu troublant, comment le faussaire, quand on sait que le secrétaire général a le monopole de la tenue à jour du fichier chronologique des enregistrements des actes réglementaires, comment l'auteur du faux décret a-t-il pu savoir qu'à la date du 17 avril, son décret devait porter le numéro 2020-964, soit le même numéro que celui du décret dit authentique? C'est assez troublant pour vous? Oui, c'est troublant. Et il y en a d'autres. Ah oui? Oui. Non, bon, je prends un autre exemple. Si vous allez au dernier article, l'article final du décret, du faux décret, et l'article final de l'authentique décret publié par Dakar Actu. Vous allez à l'article 5, vous verrez que ministre d'État, la virgule, après ministre d'État, on doit mettre virgule, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Comment le rédacteur de l'authentique décret a-t-il pu omettre la virgule, comme c'est le cas dans le faux décret? C'est troublant. C'est comme on dirait que si celui qui a fait l'authentique décret est parti prendre donc le faux décret et a fait des retouches, en oubliant donc de corriger. Bon, vous savez, en réalité, on n'aurait pas dû se trouver vraiment dans une situation, dans une administration respectueuse des lois et règlements. D'abord, moi, ce que je déplore d'abord, c'est le moyen de publication employé pour porter à la connaissance des citoyens le vrai décret, à savoir la publication dans un site web et non pas dans un journal. Ce qui est déjà, à mon sens, une source de suspicion. Alors, je considère que c'est un précédent dans l'histoire de la République de laisser à un directeur général d'un quotidien le soin d'apporter la preuve de l'existence d'un vrai ou faux acte réglementaire, ou encore publié au journal officiel. En bonne règle, dans une bonne administration, ce rôle revient au secrétaire général du gouvernement. Alors, c'est la raison pour laquelle, donc, je crois qu'il y a de quoi avoir peur, parce que on peut être en droit de se demander comment identifier les autres faux textes qui se promèneraient et qui ont une incidence sur les finances de l'État. C'était donc Mamadou Abdoulaye Sow, ancien ministre du Budget et inspecteur principal de classe exceptionnelle. Il était l'invité de Bayoumar Gueye dans Objection de ce matin. Objection, une émission que vous pouvez réécouter en intégralité sur www.sudfmsenradio.com et puis sur l'international en Somalie. L'explosion d'un engin explosif au passage d'un minibus près de Mogadiscio a fait 10 morts, tous des civils et une douzaine de blessés dans
Dans un communiqué, le ministère somalien de l'information informe que les victimes se rendaient à un enterrement. Et puis aux États-Unis, les manifestations de colère se poursuivent après la mort de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans mort lundi soir lors de son arrestation par la police. Malgré le couvre-feu, les violences se sont poursuivies cette nuit à Minneapolis et se sont propagées dans plusieurs villes du pays. Le président américain Donald Trump a une nouvelle fois réagi aux émeutes de ces derniers jours, parlant de la mort de George Floyd comme d'une tragédie. Le gouverneur du Minnesota a lui aussi dénoncé des éléments extérieurs à sa ville venus pour installer la peur et déstabiliser la ville. Pour reprendre le contrôle de la situation, il a annoncé la mobilisation générale des 13 000 soldats de la Garde nationale de l'État et indiqué avoir demandé l'aide du ministère de la Défense. Des unités de la police militaire ont été mises en alerte pour pouvoir éventuellement intervenir à Minneapolis dans un délai de 4 heures, a précisé le Pentagone à 12 heures passées de 26 minutes. Place à la rétrospective des faits marquants de la semaine présentée par Hapsa Elimanwan. Bonjour et bienvenue à la rétrospective des faits saillants de l'actualité de la semaine du lundi 25 au dimanche 31 mai. Parlons tout d'abord de la propagation du Covid-19 au Sénégal. 106 nouvelles contaminations ont été signalées ce samedi, dont 14 cas contacts suivis et 12 issus de la transmission communautaire. Un cas a été signalé à Koungheul, dans la région de Kaffrine, et un autre à Touba. À ce jour, le Sénégal recense 3535 cas, dont 1331 sous traitement. Notre pays a également enregistré 42 décès liés au Covid-19. La région de Dakar est l'épicentre de la pandémie. Elle polarise 3/4 des cas confirmés. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, annonce une réunion d'urgence pour élaborer une stratégie spécifique pour lutter efficacement contre la Covid-19. Il rappelle qu'une nouvelle démarche sera adoptée dès mardi prochain. De Dakar, nous nous rendons à Ziguinchor, qui a replongé dans la maladie avec 14 nouvelles contaminations enregistrées jeudi dernier. Une situation inquiétante qui installe la psychose. Ignace Ndeye. La situation du Covid-19 redevient préoccupante à Ziguinchor. Ziguinchor qui vient d'enregistrer ce jeudi 14 nouvelles contaminations au Covid-19. 14 cas testés positifs à Ziguinchor, des cas issus du cas déclaré cas communautaire signalé ces dernières 72 heures au quartier Boko, dans la commune de Ziguinchor. Un homme âgé de 73 ans. Et la liste des contaminations risque de s'allonger puisqu'une vingtaine de cas contacts suivis par les autorités sanitaires de la région. Et comme si cela ne suffisait pas, un cas grave est également signalé parmi les patients sous traitement en ce moment au centre de traitement de l'hôpital régional de Ziguinchor. Ils sont au total 19 patients, dont un cas grave interné au centre épidémiologique de l'hôpital régional de Ziguinchor. Alors qu'il ne restait plus que 4 cas importés, tous en provenance de la Guinée-Bissau, voilà que Ziguinchor replonge dans la pandémie avec cette courbe ascendante de cas positifs au coronavirus. Ce qui a fini d'installer la psychose chez les populations de Ziguinchor, mais aussi du côté du corps médical qui ne cache plus ses craintes avec la croissance de cas positifs détectés ces dernières heures à Ziguinchor. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Intéressons-nous à présent aux manifestations qui ont eu lieu à Malika et à Diamaguène Sicap Mbao. Manifestations lors de l'inhumation de personnes mortes du Covid-19. Mercredi dernier, à Diamaguène Sicap Mbao, des agents de la Croix-Rouge ont été blessés et des ambulances caillassées. El Hadj Moussa Thiam. Un homme mort du Covid-19 a failli ne pas être enterré dans le cimetière de Diamaguène Sicap Mbao. C'est au moment de son inhumation que des jeunes ont fait irruption dans le cimetière, caillassant les véhicules des hygiénistes de la Croix-Rouge, des sapeurs-pompiers et de l'hygiéniste de l'hôpital de Pikine, occasionnant 6 blessés du côté des hygiénistes de la Croix-Rouge. Il y aurait même des portables volés à l'intérieur des véhicules caillassés, dont les vitres ont été même défoncées. Après le cas de Malika, où le défunt du Covid n'avait pas de certificat d'inhumation, tel n'est pas le cas ici à Diamaguène Sicap Mbao. Les jeunes n'ont pas voulu qu'un mort lié au Covid soit enterré dans leur cimetière, craignant du coup la contagion. Et pourtant, d'après les hygiénistes, le défunt a bel et bien un certificat d'inhumation en bonne et due forme et le protocole sanitaire bien respecté.
Une situation déplorée par les responsables de la Croix-Rouge et ceux du service d'hygiène qui craignent pour leur sécurité. Ces derniers exigent désormais la présence de forces de l'ordre comme stipulé dans le protocole sanitaire. À défaut, enterrer les défunts liés au Covid-19 la nuit. Les morts du Covid-19 mériteraient-ils ce sort? Stigmatisés durant leur maladie et damnés à la mort, ils méritent dignement d'être enterrés selon les rites de leur religion et dans la dignité. Après le cimetière de Malika, c'est aujourd'hui Diamaguène Sicap Mbao et ce sera où demain? Il urge selon les populations que l'État prenne à bras le corps cette situation avant qu'elle ne dégénère. Banlieue dakaroise, El Hadj Moussa Thiam, Radio Sud FM. Mardi dernier, le ministre de l'Éducation nationale et son collègue des Transports ont présidé la cérémonie de démarrage des rotations des bus Dakar Dem Dikk devant transporter les enseignants dans leur lieu de service. Démarrage plus que mouvementé et les rassemblements notés ça et là ont ému plus d'un. Amadou Moustapha Dian. Des conditions de voyage difficiles et mouvementées pour les milliers d'enseignants qui ont rallié tôt le matin le terminus Liberté 5 de Dakar Dem Dikk. Sacs, sacoches, valises à la main, ces enseignants ont répondu tous présents à l'appel du devoir. Ils sont en partance pour les régions de Thiès et de Diourbel. L'une d'elles, trouvée au milieu d'une queue interminable, déplore les conditions difficiles dans lesquelles elles sont amenées à voyager. Même. Oui. Donc tu voyages ainsi? Non, c'est la première fois que je subis ces genres de choses-là pour rejoindre mon poste. Avec vos bagages, partez pour quelle destination? Diourbel. À quelle localité? Tokiga, à 12 km de Diourbel. Le devoir nous appelle, on n'y peut rien. Un autre instituteur, lui, visiblement très fatigué, est à l'ombre d'un arbre. Pour lui, ces conditions de voyage peuvent même favoriser la transmission du virus alors qu'on interdit tout rassemblement. C'est difficile, hein? Mais nous avons l'habitude de travailler dans les difficultés. Moi, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas convoqué certains à Liberté 5, à Pékin, à Rufisque. Voilà. Ils ont interdit les rassemblements. Mais vous voyez bien ce qui se passe, c'est un rassemblement. C'est un peu contradictoire. À l'entrée du bus, un dispositif sanitaire est mis en place. Je suis le docteur Aliou Dia, chef de la division du contrôle médical scolaire, qui organise ce dispositif d'embarquement des enseignants. C'est quoi le dispositif? La prise de température des gens avant qu'ils ne montrent dans les bus. Il y a également de nettoyage des mains avec le gel hydroalcoolique. Vous avez vu dans tous les bus, il y a un personnel de santé qui est là-bas, qui est en train de faire. En tous les cas, l'opération Retour vers les classes pour le 2 juin est ainsi lancée par le ministre de l'Éducation nationale Mamadou Talla, qui a lui-même fait le déplacement pour donner le départ au premier bus. Ces enseignants ainsi que leurs élèves devront rallier d'ici le 2 juin leur lieu d'affectation pour une reprise effective des cours ce 2 juin prochain. Amadou Moustapha, le ministre de l'Éducation, Mamadou Talla, s'est quant à lui félicité de la bonne organisation de ce convoyage. Aujourd'hui, c'était le premier jour. Comme vous le voyez, c'est pas du tout facile. Il a fallu mettre en place un algorithme extrêmement complexe parce que c'est le départ de Dakar vers Matam, Dakar vers Bignona, Bignona vers Ourossogui vers Kaffrine. Donc c'est un algorithme très complexe. Mais à partir d'aujourd'hui, jusqu'au samedi, le planning est fait de région à région. Et la nouveauté est que le président de la République a décidé qu'au lieu de s'arrêter au niveau des régions, nous allons transporter les enseignants dans leur département. Et une fois que vous êtes dans votre département, le déplacement dans le département est très facile. Donc vous voyez, il y a même un car qui prend départ. Donc c'est dire que dans une heure, en principe, tous les enseignants, ceux qui étaient convoqués, ceux qui sont de la région de Thiès et de Diourbel, vont prendre place pour qu'ils puissent regagner leur région ou leur département. Mais il n'est pas facile de déplacer tout le monde d'un seul coup. En un seul jour, il y aura certainement quelques difficultés en termes d'organisation, mais le plus important était que nous avons ce qu'il faut au niveau des documents, nous avons nos cars, nos enseignants, nous savons qu'aujourd'hui, à partir d'ici, tous les enseignants qui sont dans nos fichiers sont prévus pour rentrer dans nos dossiers. Donc dire que, même si au niveau organisationnel, il y en a qui disent que je n'ai pas pu imprimer tel document, je n'ai pas pu avoir tel élément, le nombre de places qui est prévu ne dépasse pas le nombre d'enseignants. Donc pour rassurer tout le monde et vous dire que dans le transport, au début des enseignements et pendant les enseignements, nous allons respecter donc tout ce protocole. Parlons toujours de la reprise des cours prévus le 2 juin, notamment les cours d'éducation physique et sportive sont suspendus. D'après le chef de la division du contrôle médical scolaire, Dr Aliou Dia. Dans chaque école, on a mis en place un comité de veille. Un élève qui est malade, on va lui dire de ne pas venir, mais il se peut qu'on suspecte un cas à l'école, bien un enseignant ou bien un élève. Donc, on va très vite l'isoler
dans cette salle en attendant d'appeler les autorités administratives, académiques et les autorités surtout sanitaires pour venir prendre en charge. C'est à l'issue de cette prise en charge que l'autorité sanitaire va procéder à une évaluation. Si c'est un cas suspect qui n'est pas confirmé, évidemment, je pense bien que ça, c'est pas compliqué. Les gens vont reprendre. Et il se peut qu'il soit un cas confirmé. Les autorités sanitaires, dans ce cas, vont prendre toutes les dispositions pour prendre en charge les autres élèves et également les enseignants avec l'autorité, voir comment procéder à la fermeture temporaire de cet établissement et pour désinfecter et rassurer les parents d'élèves. On commence à comprendre que c'est une maladie contagieuse, mais le taux de mortalité n'est pas très élevé. Ça concerne les personnes âgées, également les personnes porteurs de comorbidité. Autant pour les enseignants que pour les élèves, nous pensons les mettre en sécurité pour différer leur rentrée à une date ultérieure. L'école est un lieu très convivial où les gens avaient l'habitude de manger, de faire du sport, mais cette pandémie également nous enseigne autre chose. Donc c'est pourquoi, pour ne pas également créer des attroupements et ne pas être sûr de remplir des mesures barrières, le ministère de l'Éducation nationale a décidé d'interdire la vente des denrées alimentaires dans l'école et autour de l'école. Également, on a suspendu ces cours d'éducation physique. Terminons par le décret prorogeant l'état d'urgence sur l'étendue du territoire national. Vendredi, le chef de l'État a décidé que l'état d'urgence proclamé le 23 mars dernier est à nouveau prorogé pour une durée supplémentaire de 30 jours sur toute l'étendue du territoire national. C'en est tout pour la rétrospective des faits saillants de l'actualité. Merci de votre fidélité et très bonne suite des programmes de Sen Radio. Et puis terminons par cette information. La ville de Diourbel, qui était jusqu'ici épargnée par le coronavirus, est désormais touchée. Son premier cas de Covid a donc été enregistré ce dimanche. Adam Ndiaye, bonjour. Bonjour, voilà, donc vous l'avez dit, et c'est le premier cas, donc après l'autre cas passager qui était venu du district de Mbacké. Diourbel, donc le district de Diourbel vient d'enregistrer véritablement son deuxième cas de Covid-19. Il s'agit donc d'une dame âgée d'une trentaine d'années qui a été testée positif, et il y a donc les cas contacts qui ont été mis en quarantaine donc pour pouvoir les cerner, et d'un moment à l'autre les autorités sanitaires vont faire un point de presse pour véritablement donner la suite à ce premier cas, donc disons, de Covid-19 ici au niveau donc de Diourbel, après le premier cas qui avait été enregistré dans le district de Mbacké et qui avait fait un tour ici au niveau de Diourbel. Voilà donc l'information qui vient de tomber donc ici à Diourbel. Je vous ai parlé Adam Ndiaye pour la radio CDF. Merci beaucoup Adam Ndiaye. À 12h passé de 37 minutes, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Le Sénégal compte désormais 3645 cas de Covid-19, 1801. C'est le chiffre du jour. Il s'agit du nombre de personnes guéries de Covid-19 et du nombre de personnes encore sous traitement. Ce dimanche, 110 nouveaux cas ont été diagnostiqués positifs au coronavirus, dont 12 issus de la transmission communautaire. Sur ces 12 cas issus de la transmission communautaire, les 10 sont de Dakar et les 2 autres de Touba. Ce dimanche, c'est aussi la journée mondiale sans tabac. La consommation du tabac et de la chicha peut être un véritable vecteur de propagation de la Covid-19. L'alerte est de Oumar Ba, coordonnateur du programme national de lutte contre le tabac. Après plus de 2 mois de fermeture, l'école sénégalaise s'apprête à rouvrir ses portes ce 2 juin, mais seulement aux élèves en classe d'examen. Mais déjà des voix s'élèvent. Le syndicat national des enseignants catholiques du Sénégal dénonce leur mise à l'écart quant aux mesures d'accompagnement promises par l'État, alors qu'à Diogo, c'est dans le département de Tivaouane, et à Ziguinchor, des enseignants qui devaient rallier leur lieu de service ont été laissés en rade. Polémique sur les décrets instituant l'honorariat pour les présidents du Conseil économique, social et environnemental. L'ancien ministre du Budget et invité d'objection de ce matin, Mamadou Abdoulaye Sow, a démêlé le vrai du faux concernant donc ce décret. L'actualité internationale et la rétrospective des faits saillants de la semaine présentée par Hapsa Eliman Wan ont mis un terme à cette édition mise en onde par Hassan Choul. À 13h, retrouvez El Hadj Malick Ndiaye pour l'édition en Wolof. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur Sud FM, Sen Radio.